On va se présenter rapidement. Je vous présente Sarah Stern, qui va présider cette table ronde, qui est psychiatre, psychanalyste, qui a très longtemps travaillé à Saint-Denis auprès de femmes extrêmement en difficulté, SDF, notamment à la maternité, et qui travaille aujourd'hui auprès d'enfants et d'adolescents au centre Alfred Binet. Voilà. Moi, je vais vous présenter Sophie Gellman, qui est psychologue et qui a travaillé dans l'équipe de René Friedman voilà, depuis de nombreuses années et qui maintenant travaille à l'hôpital Trousseau et en particulier autour des problématiques de diagnostic anténatal. Alors, moi, je voulais dire que j'étais très touchée de présider cette table ronde aujourd'hui, puisque c'est l'occasion pour moi de retrouver des personnes que j'ai croisées il y a très longtemps, Alain Fischer en particulier, puisque c'était mon professeur d'immunologie il y a 25 ans, oui, 30 ans, enfin, je ne sais plus combien d'années. Et voilà, donc j'appelle le professeur Alain Fischer que je présente, bon, je vous présente quand même si voilà, tout le monde le connaît, donc qui était professeur d'immunologie pédiatrique à l'université René Descartes et directeur de l'unité INSERM, ancien chef de service de Necker en immuno et hématopédiatrique, membre de l'Académie des sciences, du comité consultatif national d'éthique, membre fondateur de l'Institut Imagine, Grand Prix INSERM, enfin bon. Voilà, je vous laisse la parole. Merci beaucoup et bonjour à tous. Je vais vous parler de mémoire avec un S. Comme vous pouvez le lire, le titre est probablement abscon. Quand la mémoire fait perdre la mémoire, d'une certaine façon, je vais discuter la confrontation entre deux mémoires et les conséquences de cette confrontation. La première, sans doute, elle ne vous surprendra pas de ma part, c'est la mémoire immunologique. Donc je vais être obligé de vous faire un petit cours d'immunologie, pas trop long, rassurez-vous. Et puis je pense que vous connaissez pour l'essentiel les notions que je vais vous indiquer. Nous avons dans notre corps des globules blancs qu'on appelle des lymphocytes, qui ont la particularité de tous différents les uns des autres. Les petites boules bleues sont ces lymphocytes. Vous voyez, ils sont tous différents les uns des autres, c'est-à-dire qu'à leur surface, ils ont une molécule qui leur permet de reconnaître ce qu'on appelle un antigène et d'être impliqués dans une réponse immunitaire lorsque nous sommes confrontés à un microbe, une infection. Donc il y a deux types de lymphocytes, l'immunité cellulaire avec les lymphocytes T et l'immunité humorale, la production des anticorps avec les lymphocytes B. Lorsque survient une infection, ici ultra schématisée, la petite boule rouge, c'est un petit morceau d'un microbe qui va être reconnu par un petit nombre de lymphocytes. Et ces lymphocytes-là vont se diviser beaucoup. Ils vont être responsables de la réponse immunitaire. Et en général, ça se termine bien, nous arrivons à contrôler l'infection, quelques exceptions, et nous avons guéri de l'infection. À ce moment-là, quelques-uns de ces lymphocytes vont persister. Ils sont plus nombreux qu'ils étaient initialement. Évidemment, le rapport 1 à 2 ici ne veut rien dire. Ils persistent dans notre corps et ils sont doués de propriétés particulières qui font que si à nouveau notre système immunitaire est stimulé par le même microbe, le même virus de la grippe, en général il change entre les deux donc ça pose problème, ils vont se diviser considérablement, développer une réponse immunitaire très rapide et nous allons guérir beaucoup plus vite, donc en fait nous n'aurons même pas d'infection. Donc cette réponse rapide et efficace et la production continue d'anticorps est la base de la mémoire du système immunitaire. Cette mémoire, elle est très bien faite, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais sachez que nous avons de ces cellules lymphocytaires mémoire dans tout notre corps. Nous en avons dans la peau, elle est par ici la peau, nous en avons dans l'intestin, nous avons dans les poumons. J'ai entouré les poumons parce que je vous ai écrit en dessous que par exemple, si on a eu une grippe, nous aurons des lymphocytes mémoire de ce virus de la grippe, ça tombe bien dans les poumons, là où ils vont être particulièrement utiles. Ce système est également bien fait parce qu'il persiste au cours de la vie, et vous avez ici le pourcentage parmi les lymphocytes T, on pourrait faire la même chose pour les lymphocytes B, de l'accumulation, comme vous pouvez le voir, des lymphocytes T mémoire au cours de la vie et qui deviennent une fraction la plus importante de l'ensemble des lymphocytes. Donc notre mémoire ne cesse de s'amplifier, en tous les cas à peu près jusqu'à l'âge de 65 ans, et évidemment nous donnant des capacités de nous préserver d'infections particulièrement efficaces. Et de fait, on peut identifier, c'est la seule donnée scientifique précise que je vous montre, mais elle est simple,
Dans le sang d'individus, on peut identifier des lymphocytes T dits CD4, vous savez ce que c'est, des lymphocytes T CD8, ou des anticorps contre le virus de la vaccine. Vous savez que la vaccine était le virus qu'on a utilisé pour se protéger contre la variole. Et on a eu, pendant longtemps, jusqu'aux années 1980, nous avons tous été vaccinés contre la variole par la vaccine. Eh bien, dans le corps d'individus, dans le sang d'individus, jusqu'à 75 ans plus tard, après la vaccination, il y a des lymphocytes qui reconnaissent le virus de la vaccine et nous avons des anticorps. Donc la mémoire est durable. Jusque-là, les nouvelles étaient bonnes, mais les nouvelles ne sont pas toutes aussi bonnes parce qu'au-delà de 65 ans, donc je suis dans cette période malheureusement, nous entrons dans une phase de perte de mémoire, c'est l'immunosénescence, et les choses ne sont pas tout à fait drôles parce que ça s'associe à une augmentation de la fréquence des infections. Moins de mémoire, plus d'infections, donc démontrant l'importance de ces cellules. En gros, ce qui se passe, je ne vais pas entrer dans les détails, mais si chaque petit point bleu, ça représente une certaine quantité de lymphocytes qui reconnaissent un certain microbe. Donc, quand on est jeune, on a beaucoup, en petit nombre, une grande diversité de lymphocytes reconnaissant tous les microbes possibles et imaginables. Et plus on est âgé, notamment au-delà de 75 ans, il reste que quelques types de microbes qu'on reconnaît, avec une amplification considérable des cellules qui reconnaissent ces microbes, et puis pas grand-chose d'autre. Donc ça, c'est pas terrible. Donc là, il y a un problème, j'y reviendrai tout à fait à la fin de mon exposé, lorsque j'aurai parlé du second type de mémoire dont je vais vous parler. Pour faire la transition justement avec le second type de mémoire, ce concept de mémoire du système immunitaire, qui est aujourd'hui bien établi, même si on n'en comprend pas tous les aspects sur le plan biologique précis, est la base de la vaccination. Lorsqu'on vaccine, on reproduit ce que je vous ai indiqué tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on permet à générer des lymphocytes mémoire qui produisent des anticorps, etc. Et si on est à nouveau infecté avec le même germe, le tétanos, si on a été vacciné contre le tétanos, eh bien on ne va pas avoir le tétanos parce qu'immédiatement on va neutraliser la bactérie et la toxine qui provoque la maladie. Cette vaccination est considérée comme une avancée médicale majeure et existe depuis plus de presque 200 ans. Dans l'ère moderne, en tous les cas, les débuts de la vaccination moderne, c'est Jenner, en Grande-Bretagne, qui a justement mis au point la vaccine, 1796. Depuis, la vaccination s'est développée. Vous avez ici l'image que j'aime bien, une image qui sert à promouvoir la vaccination en Chine en 1952. Vous voyez que les choses n'ont pas tellement changé dans la pratique de la vaccination, en tous les cas dans l'acte de la vaccination jusqu'à ce jour. Ce geste qui initialement a été élaboré sans en comprendre les mécanismes, sans connaissance de la mémoire, d'ailleurs sans connaissance non plus des microbes, comme je l'ai dit, est considéré aujourd'hui comme la plus grande avancée de la médecine. L'Organisation mondiale de la santé estime qu'environ chaque année, dans le monde entier, la vaccination sauve de l'ordre de 2,5 millions de vies. 2,5 millions de vies, malgré le fait que tout le monde n'en dispose pas et que, par exemple, il y a encore plus de 150 000 enfants qui meurent chaque année de rougeole faute de vaccin. Alors, les conséquences sont très intéressantes. C'est là que la seconde mémoire arrive. C'est que grâce à la vaccination, on a éradiqué la variole, dont j'ai déjà parlé. Il n'y a plus de variole et on ne vaccine plus contre la variole par la vaccine. Et on a fait disparaître. Disparaître, ce n'est pas la même chose qu'éradiquer. Ça veut dire que dans un certain environnement géographique, il n'y a plus la maladie. C'est le cas de la diphtérie et de la poliomyélite en France, mais il persiste malheureusement des cas de diphtérie et de poliomyélite dans d'autres pays. Donc ces maladies ont disparu. Elles ont disparu maintenant en France depuis 50, 60, 70 ans. La conséquence, c'est mon aspect mémoire maintenant qui intervient. Le second aspect, c'est la perte de mémoire. C'est que nous avons oublié ces maladies. Vous ne savez pas, je ne sais pas ce qu'est la diphtérie, ce qu'est la poliomyélite. Nous ne connaissons pas de personnes, heureusement, qui ont été infectées ou qui sont mortes de ces maladies. Et d'une manière générale, dans notre perception des maladies infectieuses aujourd'hui, dans ce contexte de mémoire modifiée par faute d'expérience personnelle ou proche, on a un peu tendance à considérer que ces maladies donc sont oubliées et que peut-être ne persistent que des maladies infectieuses bénignes. Ce qui est un paradoxe de la vaccination. Là, j'ai fait une bêtise grave, qui est d'appuyer sur un bouton où il ne fallait pas. Merci. J'avais perdu la mémoire de la façon d'utiliser cet appareil. La vaccination, c'est la transition vers le second aspect de la mémoire, et est une forme donc, de protection fondée sur la mémoire immunitaire qui protège. Je vais prendre l'exemple des méningites bactériennes pour vous montrer ce qui marche et ce qui ne marche pas, et la difficulté de mémoire et en tirer des conclusions. Voici ce qui se passe en France pour une des formes de méningite bactérienne
qui est la méningite bactérienne provoquée par Haemophilus influenzae B. C'est une bactérie donc, qui provoque entre autres des méningites. Et on a introduit la vaccination en France, vous pouvez lire en 1982. Et vous voyez le nombre de cas par an pour 100 000. Depuis, il n'y en a pratiquement plus. Donc c'est un grand succès de la vaccination. Donc on peut dire d'une certaine façon aussi, et c'est vrai pour les médecins, ça moi j'ai vécu cette disparition de cette méningite, nous avons oublié également ce qu'était la méningite à Haemophilus B. Donc ça c'est un succès. Ça marche parfois aussi pour d'autres vaccins. Une autre méningite bactérienne, c'est celle qui est provoquée par un méningocoque de type C. Une vaccination existe depuis maintenant une vingtaine d'années. Elle a été introduite en Grande-Bretagne d'abord, où il y avait relativement beaucoup de cas de ces méningites bactériennes. Et vous pouvez voir la courbe en rose et la courbe en bleu, en fonction de l'âge, que cette maladie a disparu grâce à la vaccination. Mais en France, ça marche moins bien. La même vaccination a été introduite un peu plus tard, en 2010, mais le taux de vaccination ne concerne qu'environ 70% des enfants aujourd'hui, alors qu'il est de plus de 90% en Grande-Bretagne. Et de ce fait, il y a toujours autant de cas de cette méningite. Mais il y en a peu, heureusement. C'est une maladie grave. Vous allez malheureusement le voir dans un instant. Je vais l'illustrer parce que je pense qu'il faut bien saisir et rappeler un tout petit peu ce qu'on a oublié. Mais extrêmement rare, mais grave. Mais la vaccination telle qu'elle est faite en France n'est pas suffisamment répandue pour prévenir cette infection, contrairement à ce qui se passe en Grande-Bretagne. C'est une affaire sérieuse, même si c'est une affaire rare, parce que ce sont des maladies dramatiques, je me permets de le rappeler un instant, qui provoquent cette maladie qu'on appelle le purpura fulminans, qui peut tuer des bébés, ou provoquer des séquelles terribles, comme des amputations par nécrose des extrémités. Donc on parle de sujets qui sont extrêmement graves, bien évidemment. Donc ceci m'amène aux conséquences de cette perte de mémoire, telle qu'on le voit particulièrement en France, même si c'est un phénomène universel. C'est qu'aujourd'hui, la perception de la vaccination en France n'est pas ce qu'elle est. Elle est déséquilibrée. La balance penche dans le mauvais sens. Et le point central, tel qu'il a pu être analysé notamment par certains sociologues, est le fait que les bénéfices sont oubliés, méconnus. Donc, autrement dit, que certains, pas toute la population, mais à des degrés divers, nous tous, nous avons perdu la mémoire et la perception de l'importance de ces vaccinations. Et une conséquence intéressante, qui est d'ailleurs similaire à ce qui était observé dans un domaine qui est différent, mais en termes de mécanisme de pensée probablement le même, c'est ce qui se passe avec les OGM, les fameux organismes génétiquement modifiés, dont les bénéfices ne sont pas très évidents, ça on peut objectivement le considérer, mais du coup, nous avons tous tendance à majorer les risques associés à quelque chose dont nous ne voyons pas le bénéfice. Donc nous ne percevons plus bien, faute de mémoire, l'intérêt de certains vaccins ou de la vaccination en général. Et la conséquence, on surestime des risques. Je ne vais pas parler de ça aujourd'hui, mais on trouve toutes sortes de risques. Je suis sûr que parmi vous, certains craignent certains facteurs de risque des vaccinations, mais qui sont largement surestimés par rapport à la réalité. Donc la conséquence, c'est que 25% de la population française doute et que les vaccinations, comme celle contre le méningocoque de type C, n'est pas effectuée comme elle devrait l'être. Alors qu'est-ce qu'on peut faire face à cette perte de mémoire et rétablir la balance pour qu'elle penche dans le bon sens, ce qui veut dire que les enfants et la population en général soient vaccinés et protégés contre toutes ces maladies infectieuses. Il faut restaurer la mémoire, réparer l'oubli de ces maladies infectieuses graves alors qu'elles n'existent presque plus, même si certaines sont présentes, mais suffisamment rarement pour que la population en général n'en ait pas conscience. C'est un travail de longue haleine, comme dans d'autres domaines. La mémoire, ce qui a été perdu ne se restaure pas du jour au lendemain. Cela nécessite beaucoup d'efforts d'éducation, de pédagogie, d'information. Ça prend des années. Si bien que, pour qu'une confiance apparaisse fondée sur cette mémoire, si bien que dans ce contexte, en France aujourd'hui, on est obligé d'envisager un système détestable, mais indispensable dans ce contexte, pour pallier ce défaut de mémoire, qui est une obligation. Vous me direz peut-être, mais si vous voulez m'obliger à un acte qui ressort de la liberté individuelle de chacun de sa santé, ceci n'est pas légitime. Je me permets de répondre non à cette interrogation pour la raison suivante, c'est que cette vaccination, donc la génération de la mémoire immunitaire, telle qu'elle peut être faite chez les enfants, elle protège non seulement les enfants que l'on vaccine, et l'objectif c'est de protéger 95% d'une population, mais aussi elle protège les autres. Les enfants trop petits pour être vaccinés, les nouveau-nés, les petits nourrissons pas encore vaccinés qui peuvent mourir d'une coqueluche, par exemple. Elle protège évidemment directement les nourrissons qui en ont besoin. Elle protège les personnes immunodéficientes, les personnes qui ont un cancer, les enfants qui ont un cancer, les adultes qui ont un cancer ou d'autres maladies et qui ne peuvent pas bénéficier directement de la vaccination. Et elle protège les personnes âgées
Rappelez-vous, si vous avez la mémoire du début de mon exposé, je vous ai indiqué que les personnes âgées au-delà de 65 ans perdaient la mémoire. Donc la vaccination fonctionne moins bien et plus du tout, en gros, après 75-80 ans. Donc pour protéger ces personnes, notamment contre la bactérie pneumocoque, il faut se vacciner tous, qui est un acte de solidarité, un acte altruiste. Donc, à partir de là, je voudrais conclure de 2 phrases. La première, qui est une évidence, qui à mon avis mérite d'être rappelée, c'est qu'une pensée rationnelle, une action de ce fait rationnelle, nécessite la connaissance, et que la connaissance est fondée sur la mémoire, illustrée ici sur la mémoire des maladies infectieuses, heureusement perdue en tant qu'expérience personnelle, mais évidemment pas en tant qu'expérience collective, en tant qu'histoire de la médecine, et que ceci évite, autant que faire se peut, si on peut l'appliquer au plus grand nombre, de recourir à la peur, et la peur qui génère, et ce qui est dans le domaine de la santé pas particulièrement propice, des attitudes de pensée magique et d'action magique qu'on retrouve dans d'autres domaines de la santé. Et mon tout dernier point sera de vous dire merci de retrouver la mémoire.